Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lille, Lille Forum Bois Construction 2023. Et avec mes deux invités, nous allons parler de Notre-Dame et nous allons parler de charpentiers, puisqu'ils sont tous les deux charpentiers. Loïc Desmond, bonjour. Desmond, excusez-moi. Bonjour. Oui. Loïc, vous êtes charpentier. Oui, tout à fait. Atelier Desmond. Atelier Desmonts. Les ateliers Desmond, qu'est-ce que c'est ? Les ateliers Desmonts, c'est une entreprise de charpente familiale en Normandie. On est une très petite entreprise. On était 8 collaborateurs avant le chantier de Notre-Dame, fondé par mon père il y a 15 ans, et dont je m'apprête à reprendre les rênes dans une quinzaine de jours. D'accord. À côté de vous, monsieur Jean-Louis Bidet, bonjour. Bonjour. Jean-Louis, vous êtes également charpentier. Vous, c'est aux ateliers Perrault. C'est ça, les ateliers Perrault en Anjou, donc charpentier et menuisier aussi. Donc en Anjou depuis le XVIIIe siècle, 1760, entreprise familiale qui se transmet depuis jusqu'à il y a quelques années, de génération en génération, jusqu'à la 8e. Et notre métier, c'est de restaurer, d'entretenir le patrimoine, petit et grand, et dont nous avons la chance d'être à Notre-Dame aujourd'hui. Voilà. Et vous travaillez donc toutes les deux, les deux entreprises travaillent sur Notre-Dame. Tout à fait. Et nous nous sommes associés pour cette charpente très particulière, les charpentes médiévales. On va revenir plus dans le détail tout à l'heure, c'est-à-dire notre complémentarité fait que Atelier Desmonts, Atelier Perrault, sur les savoir-faire de chacun, on fait l'équipe qui correspond à ce qui est à réaliser pour la nef et pour le chœur, c'est-à-dire les charpentes médiévales issues du XIIe siècle et XIIIe siècle. Voilà, et on va voir tout à l'heure ce que c'est. Je vais vous demander ce que c'est qu'une charpente médiévale. Mais avant, Atelier Desmonts, vous avez une technique particulière. Vous avez développé une technique particulière. Quelle est-elle ? Et qui a servi et qui sert aujourd'hui sur le chantier de Notre-Dame. Oui, alors tout à fait, c'est ce pourquoi notre complémentarité dont parlait Jean-Louis, est intéressante sur ce chantier. Nous, grâce à Charpentiers sans frontières et un bon nombre de charpentiers avec qui on a pu travailler et échanger, il y a 12 ans, on a remis dans notre entreprise et dans les monuments historiques le savoir-faire de tailler les arbres à la hache, donc transformer les poutres, partir des arbres en forêt et arriver jusqu'aux poutres qui vont ensuite être assemblées pour fabriquer la charpente. Et c'est donc ce savoir-faire qui nous a unis avec les ateliers Perrault pour répondre à ce marché, qui nécessite donc la Notre-Dame, qui a requis ces savoir-faire et avec qui on peut compter, parce que comme je vous l'ai dit, notre entreprise de 8 collaborateurs n'était pas suffisante pour répondre à ce marché. On s'appuie donc sur le collectif Charpentiers sans frontières, cette association, bon nombre de charpentiers de France et d'ailleurs, pour nous aider pour ce projet. Pour ce projet. Donc, ce qui vous a amené à collaborer et à travailler ensemble. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et depuis de longues années, voyant beaucoup de charpentes historiques en études ou en chantier concrétisés pour des restaurations, avec ces techniques très particulières, mais sur des restaurations à petite quantité de pièces de bois, donc d'arbres coupés. Là, on est sur un projet totalement on a changé d'échelle. On change d'échelle totalement. Voilà. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, Loïc, cette technique ? Alors, en quelques mots, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, l'objectif, c'est de valoriser des bois en temps normal, nous, dans notre entreprise, qu'on ne valoriserait pas au quotidien. Et aussi de conserver un savoir-faire, mais aussi un aspect visuel de nos charpentes que l'on restaure ou que l'on construit, qui pourrait être celui de l'époque de fabrication, pour les charpentes médiévales notamment, ou d'autres époques. On part donc de la forêt, on va choisir nos arbres en forêt. En fonction du projet qu'on a réalisé, on voit les visuels. On va choisir les arbres sur pied, en fonction de leur forme, de leur taille, pour qu'on soit au plus près de la section finie de la poutre. C'est-à-dire que le diamètre de l'arbre correspond à la section de la poutre. On est en bois de brun. Le cœur est à l'intérieur de l'arbre. Un arbre, une poutre. Ce qui fait qu'en séchant, le bois ne se déforme pas, contrairement aux grandes croyances en France qu'on peut avoir sur ce sujet-là. Et ensuite, une fois qu'il arrive dans nos ateliers, donc nous, on a mis en place une technique hybride qui consiste à les deux faces droites qu'on trouve toujours dans un arbre, les scier avec une scie mécanique, puis ensuite, à l'aide d'outils manuels, donc la hache, la doloire, on avait un autre visuel qui illustre ce savoir-faire,
on vient suivre le fil du bois et donner ses formes à la poutre, ces cupules, telles qu'ils peuvent être aussi appelées dans notre temps, pour avoir ce résultat. Voilà, et on suit le fil du bois, ce qui nous donne finalement des poutres qui ne sont pas forcément rectilignes. Exactement, et en plus de ça, la résistance mécanique de ces pièces de bois, du fait de la continuité du fil dans celle-ci, en plus du séchage les pièces se comportent beaucoup mieux au séchage, on a une résistance mécanique qui est supérieure. Et aujourd'hui, on est en train de travailler sur la normalisation de ce bois de brin pour que ce soit vraiment une technique qui soit reconnue et intéressante mécaniquement. Voilà, parce qu'évidemment, la charpente de Notre-Dame a donné un focus assez inédit sur ces techniques qu'on pensait oublier et que peu de gens connaissaient. Tout à fait. C'est une vraie mise en lumière d'un savoir-faire. C'est une mise en lumière de nombreux artisans qui œuvrent depuis quelques années, qui font partie du collectif de Charpentiers sans frontières ou d'autres, à mettre en avant ces techniques qui n'ont pas forcément des structures très importantes et qui aujourd'hui sont mis en lumière de la même manière que nous avec ces techniques. Je vois notamment Martin, qui est un charpentier bourguignon, qui travaille comme ça depuis des années. Là, aujourd'hui, c'est une occasion exceptionnelle pour lui de mettre en avant son savoir-faire qu'il met en œuvre depuis des années. Qu'est-ce qui fait la particularité d'une charpente médiévale et de la charpente médiévale de Notre-Dame que vous travaillez aujourd'hui ? Alors c'est un tout, c'est d'abord, comme l'explique Loïc, le choix des arbres. Et c'est issu d'une longue lignée de forestiers. L'ONF, en fait, on peut remercier toute l'équipe en place de Notre-Dame, parce que si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'un projet a été étudié, abouti et nous conduit à échanger vous en êtes que les humbles deux représentants. C'est ça, un maillon de la chaîne, et la chaîne est globale, en fait. Entre les choix d'origine de restituer ces charpentes, c'est quand même assez extraordinaire, entières. Bon, l'incendie a fait qu'elles ont disparu, mais beaucoup de témoins ont permis assez vite de se poser la question, de dire, OK, on peut la refaire. Oui, on peut la refaire. Il y a la ressource, il y a les savoir-faire, de charpentiers pour restaurer ces grandes charpentes du 12e, 13e, et l'équarrissage et ces techniques retrouvées qui n'étaient pas forcément visibles qu'ils sont aujourd'hui. Donc l'ONF, dans un premier temps, pour la mise à disposition des arbres, et puis après ces arbres transformés en pièces, et ensuite on arrive dans les ateliers pour faire ces ouvrages de grande ampleur. Alors il y a tout un ordre à respecter. Le charpentier sait travailler petite charpente, grande charpente. Le travail est le même, la méthode est la même, et le charpentier va toujours utiliser les mêmes techniques, orienter ses pièces de bois, faire le lignage pour faire les tracés pour ces assemblages, les superposer, le faire finalement avec très peu d'outils. Aujourd'hui, on a recherché, retrouvé des outils que l'on a dans nos ateliers, mais on a reproduit des outils avec des haches que l'on a recréées chez les taillandiers pour avoir débité les bois, avoir les effets, la trace de l'outil laissé sur le bois qui correspondent à l'époque du 12e, 13e. On a refait des ciseaux à bois, des fils à plomb pour tracer les assemblages, des départoirs pour réaliser les chevilles. En fait, on s'est équipé des outils qu'on a dans notre connaissance. Donc, on est un peu dans les pas de ceux qui nous ont précédés, loin de nous, parce qu'on est à 850 ans quand même d'écart d'âge. Mais à travers toutes les recherches faites par les architectes, on fait un travail remarquable d'échange et on continue, nous, à travers nos plans d'études, pour mettre en adéquation tout ça et être au plus près de la charpente telle qu'elle était avant l'incendie. Est-ce qu'on fait un plan d'étude d'une charpente comme celle-ci, comme les charpentes que vous travaillez habituellement ? Oui, pour deux raisons. C'est qu'elle a tenu 850 ans, soit l'incendie l'a détruit. Il y a eu de temps en temps des étapes dues à des infiltrations d'eau. Il y a des pièces de bois qui ont pu s'abîmer avec le temps. Ça nécessite des interventions ou des renforcements. La charpente, elle est calculée en bois vert, comme on explique à l'instant. C'est-à-dire que le bois, aujourd'hui, les DTU sont faits avec des bois séchés à une certaine hygrométrie. La flèche est reconstruite totalité en bois vert. Un an et demi de bois coupé pour les plus anciens. Nous, c'est quelques mois seulement. On a suivi le cycle. Les bois ont été choisis l'été, coupés automne-hiver, équarris hiver-printemps, et on est dans le taillage pour aller poser l'été prochain. En une année, en fait, on suit les 4 saisons pour aller mettre les bois neufs à Notre-Dame. Mais toutes ces charpentes sont calculées aujourd'hui pour avoir une résistance en bois vert, aujourd'hui, et sont calculées pour que dans quelques dizaines d'années, le bois sera sec, qu'elle ait une résistance pour ne pas causer préjudice à l'édifice. Je vais vous poser une question idiote, mais ça va bouger le bois vert ? Toujours un peu. Le bois est vivant, l'arbre est vivant. Il va bouger un petit peu sur lui-même, se rétracter, mais il ne va pas avoir de grandes déformations.
il va se réduire de quelques millimètres. Mais c'est anticipé dans la notion de préparer les assemblages. Avant, c'est anticipé dans les calculs en dimensionnement. Et surtout dans les assemblages. On va mettre par exemple un chevillage à tir pour rapprocher deux assemblages ou deux pièces de bois l'une contre l'autre. On va raisonner avec des réductions de hauteur pour avoir des appuis par rapport aux charges de couverture. L'expérience partagée les uns les autres entre Atelier Desmonts et Perrault sur nos ouvrages récents ou un peu plus lointains permettent d'aborder ça avec plus de connaissances et être plus à l'aise. Vous voulez compléter par rapport à ce qui vient d'être dit justement sur ce travail de la charpente et puis à la fois des études et puis de la réalisation de cette charpente. Elle est où cette charpente aujourd'hui? Elle est dans vos ateliers? On fait des montages à blanc? On fait des essais? Comment ça marche? Alors, lorsqu'on a remporté l'appel d'offres, on s'est divisé la charpente. Donc nous, on a répondu à l'appel d'offres nef et chœur. Perrault s'occupe de la partie chœur et nous nous occupons de la partie nef avec deux sous-traitants. Aujourd'hui, la charpente, elle est en cours de taillage, c'est-à-dire qu'on superpose les pièces de bois avec les techniques qu'ont exposé Jean-Louis il y a quelques minutes, lignage et ainsi de suite. On les taille, on les préassemble, on les monte à blanc dans nos ateliers en prévision. Donc là, c'est l'étape qu'on va bientôt aborder. Et le levage cet été à Paris, sur la cathédrale. J'imagine qu'on va pas mal en parler. Vous allez avoir quelques collègues qui seront sur place. Toujours sur cette charpente, qu'est-ce qu'il y a encore à dire? On n'a pas donné d'échelle, mais la nef, le chœur, ça représente combien de mètres, combien de morceaux de bois, de quelle taille? Alors, la nef et le chœur représentent 40 charpentiers travaillant dans deux ateliers différents, 2 fois 20 personnes. C'est des chiffres qui font que les bâtiments eux-mêmes, l'édifice en lui-même, c'est environ 35 mètres de long pour la nef, plus ou moins, et autant pour le chœur. Ça fait beaucoup d'arbres, entre 1500 et 2000 arbres choisis pour faire les pièces de charpente. Donc, ça représente un certain volume, ça fait un certain nombre de mois de travail. Et alors, ressortir des chiffres ponctuels, c'est jamais évident, mais on raisonne plus en valeur globale, c'est-à-dire le nombre d'arbres et le nombre de charpentiers en fait, qui se sont retrouvés dans 2 ateliers en Normandie, une vingtaine de charpentiers, des charpentiers aguerris, des charpentiers jeunes en formation, masculin, féminin, il faut le dire, on le voit sur les photos. On va en parler après. On va en parler avec lui, qui sera plus à même. Oui, oui. Et en Anjou, c'est la même chose. Et en fait, toutes ces grandes charpentes, en fait, elles sont assemblées avec des premiers assemblages par Thonon Mortez la plupart, par des entailles simples. Et aujourd'hui, le calcul permet de vérifier la bonne tenue de tout ça. Ça tient, ça fonctionne. Donc on ne fait que confirmer les structures qui avaient été choisies alors, de manière progressive. Quand on est dans un nef, on se rend compte que les premières fermes partant du massif occidental sont toutes différentes avant qu'ils trouvent la bonne ferme correspondante pour s'en aller jusqu'à la croisée des Trois Seines. Auparavant. Un petit peu. C'est les essais qui ont conduit ensuite vers des choses plus durables et plus fiables. D'accord. Voilà. Ils ont appris. Ils ont appris, comme nous aujourd'hui, dans nos époques. Vous êtes en train de le faire aujourd'hui. Voilà. Et ces échanges, on les a internes au groupement. On s'appuie sur le travail que fait le bureau d'études chez Perrault. On s'appuie sur du travail qui est fait aussi en tant que charpentier, d'analyser les photos et ainsi de suite. On a la chance d'avoir des charpentiers qui ont une longue expérience dans ce genre de choses, de ce genre de bâtiments. Nous, on peut s'appuyer sur un charpentier archéologue qui est venu nous prêter main forte, qui vient d'Angleterre, qui a passé un temps très long à analyser photo par photo, les relevés de Rémi Froment et Cédric Transo également, avec qui on a des échanges, donc qui sont les architectes du projet, une équipe qui tout bonnement géniale en fait, avec qui on entretient des échanges très constructifs sur justement toutes ces singularités, cette évolution dans la nef, les singularités entre le chœur, la nef, tous ces petits détails, les moulures qui sont détails d'assemblage. C'est très très constructif et on apprécie énormément l'envie qu'ils ont eux aussi d'apprendre de nous. Et voilà, c'est ça. Il y a vraiment un échange, et c'est là qu'on va aborder le sujet transmission, on va dire. Vous venez de nous dire, hein, alors on a parlé de 8 générations, donc là il y a un peu de transmission. Vous venez de nous dire que vous alliez reprendre l'entreprise qui a été fondée par votre père. Vous m'avez raconté tout à l'heure une anecdote à propos
de la charpente et de votre envie de travailler la charpente comme ceci. Expliquez-moi un petit peu. Alors, quand on a rencontré Charpentiers sans frontières avec mon père, il y a maintenant une douzaine d'années, pour moi, c'était une révélation. En fait, Vous étiez jeune, hein? J'avais 12 ans. J'ai vu tous ces charpentiers. Je me prédestinais pas plus que ça à la charpente. Je travaillais sur mon temps libre avec mon père, mais voilà. Et j'ai vu tous ces charpentiers en train de reconstruire une grange à côté de chez moi, une grange d'Imières. Magnifique bâtiment qui est déjà impressionnant en lui-même. Voir tous ces charpentiers, une quarantaine, avec des nationalités différentes, travailler dans un silence, pas de bruit de machine, que des bruits d'outils sur des troncs qui résonnent, l'odeur du tanin, l'odeur de la forge, du forgeron qui fabrique les outils, les éclats de rire, ça m'a tout de suite touché et ça m'a donné envie de faire de la charpente et d'en faire mon métier au quotidien. Et aujourd'hui, j'ai en effet la chance de récupérer cette superbe entreprise que me lègue mon père. Et de la taille manuelle, donc. Hein. Exactement, et de tout ce travail qu'il a fait et que de nombreux charpentiers ont fait aussi au sein de Charpentiers sans frontières et autres, pour que ce savoir-faire prenne son sens aujourd'hui dans le monde du bâtiment. Donc on voit, il y a eu des apprentissages, il y a eu des passages entre les deux entreprises. Vous avez été amenés à embaucher, à former, tous les deux, j'imagine. Oui, tout à fait. Voilà. Et allez-y. Je vous en prie. Donc, alors, la formation interne et les échanges de personnes d'atelier à atelier pour justement ces transferts de connaissances. Et il y a eu des séances de travail d'atelier de l'Anjou vers la Normandie et de la Normandie vers l'Anjou pour justement être... parce que dans deux ateliers différents, mais avec le même état d'esprit pour réaliser l'ouvrage dans la technique qui a été retenue. Donc c'était ça le vrai exercice. Et on a des jeunes apprentis qui aujourd'hui ont rejoint l'équipe, qui étaient déjà apprentis aux ateliers Perrault, mais et aux ateliers des Monts, et qui sont aujourd'hui dans l'équipe, on va dire, de réalisation de l'ouvrage, qui sont en atelier et qui l'été prochain ils commenceront aussi, participeront au levage. Voilà. Et vous m'avez dit aussi qu'aujourd'hui les ateliers se féminisaient. Et oui, tout à fait. C'est quelque chose que vous cherchez à faire. Enfin, qu'est-ce que c'est pas une volonté de féminiser nos ateliers, c'est juste une opportunité. Moi, je trouve génial en fait qu'on ouvre nos portes et je trouve pas cela normal que ce soit un sujet une féminisation. Oui, c'est un sujet qui ne devrait pas en être un. Exactement. Mais il y a très peu j'en ai rencontré très peu dans ma vie, des charpentiers. Et on a la chance d'avoir 3 femmes dans notre équipe qui font un travail remarquable parmi d'autres collaborateurs qui eux aussi font tout également un travail remarquable sur Notre-Dame et sur bien d'autres projets au quotidien. Et donc, on parle des gens formés ou des échanges d'ateliers qui ont pu arriver et des artisans qui nous ont rejoints dans l'équipe, qui sont sur un maillage sur le territoire en France, qui tous les ans font quelques chantiers à eux. Et on a aussi des gens hors frontières qui ont traversé l'Atlantique. On a des charpentiers américains qui ont rejoint l'atelier des Monts, l'atelier Perrault, avec leur savoir-faire et leur technique. Et on découvre d'eux, ils découvrent de nous. Et ça, c'est des éléments essentiels. Et puis nous, on a la chance aussi d'avoir il y a différentes provenances. On a un Suédois chez nous, on a donc un Argentin. Il y a quelques années, nous avons reconstruit le phare du bout du monde sur l'île des États, au Cap Horn. Et en discutant avec lui, il est depuis décembre chez nous, dans les échanges, j'y suis allé. Je suis allé à la pointe, tout au bout là-bas. C'est curieux la vie, c'est des rencontres qu'on retrouve 20 ans après. Voilà, donc des choses vraiment importantes et la transmission, hein, le savoir-faire, apprendre des autres et transmettre ce qu'on sait, c'est pas mal finalement. Tout à fait. Et si je pouvais compléter sur ce sujet d'échanger tous ensemble, aujourd'hui ce chantier c'est une opportunité inouïe pour nous tous de se retrouver, entreprises, salariés, charpentiers indépendants. Et en fait on se retrouve aussi en dehors du travail pour des journées par exemple en abattage en forêt. Et on peut le voir sur le visuel en fait, tout le monde a un sourire radieux de la même manière que donc on voit il y a une photo des marquages de charpente. Oui, c'est ce que j'allais dire, hein, on marque les façades, les charpentes également. Donc le marquage qu'avaient fait les charpentiers gothiques pour retrouver l'emplacement des pièces de bois dans la charpente.
Ils avaient laissé leur petit smiley. Voilà, ce visuel, c'était pour dire que nous aussi, on laisse des sourires sur cette charpente. Écoutez, merci. Alors, on retrouve une grande partie de ce que vous venez de nous raconter dans cet ouvrage qui s'appelle À taille humaine, hein, qui est fait par pour les 30 ans des Charpentiers sans frontières. Et c'est Charpentiers sans frontières pour Notre-Dame. C'est édité par les éditions des Halles et on peut le retrouver sur Kiosque 21 pour l'acheter. Et on a l'histoire de vous et de votre père dans cet ouvrage. Et puis, je crois qu'on parle aussi des ateliers Perrault. Des charpentiers. Et Notre-Dame, en fait, c'est pour le métier de charpentier, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire parce que entre la reconstruction de la flèche, des transepts qui sont l'époque Viollet-le-Duc, chœur et nef, on est un certain nombre d'entreprises, mais il y a eu la période des appels d'offres pour concourir, pour obtenir ou pas les marchés. Mais à la fin du compte, on se retrouve tous pour un seul et même but, réussir Notre-Dame, avec une équipe, Loïc le disait, de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage où on est tous ensemble pour un seul et même objectif. Et quand ce sera réussi, parce que ce sera réussi, les charpentiers pourront être vraiment fiers de leur ouvrage. Rendez-vous pour le levage cet été alors. Rendez-vous cet été. Merci messieurs d'être venus sur le plateau de Bâti-Journal TV nous parler donc de la charpente de Notre-Dame et de tout le travail que vous êtes en train de faire pour la reconstruire. Un petit temps d'échange à retrouver sur notre site internet Bâti-Journal et sur les sites de nos partenaires que sont le Forum Bois Construction, le magazine Woodsurfer et bien sûr France Bois Forêt. Merci à vous. Merci. Merci.